Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes de DJ Télé pour cette nouvelle émission de Club et DJ. Analyse d'un sport en particulier, pour cette 4e émission, je dispose d'une table 100% M1. Marius Gouard, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Parfait, on va voir vos talents de chroniqueur en Formule 1. Lisa Martins, comment ça va ? Tout va bien, merci. Pas trop stressée ? Non, très contente d'être là. L'autre Lisa Roel, comment ça va ? Toujours au top. Et vous Antoine Péné, c'est bien ? Parfait, comme d'habitude, et vous ? Parfait. Merci d'avoir accepté cette invitation et c'est un réel plaisir de vous avoir sur le plateau afin de décrypter la saison de Formule 1. Épisode 4, saison 2024-2025, c'est parti. Tout d'abord, voici les dernières informations marquantes dans le monde du sport au niveau international, national et local avec vous, Lisa Martins. Et oui, en natation, Léon Marchand a déclaré forfait pour les championnats du monde de petit bassin. Le quadruple champion olympique se dit épuisé et se prépare désormais pour la saison prochaine. En biathlon, quelle performance des hommes du relais français. Les Bleus ont réalisé un exploit en s'imposant face à la Norvège et à la Suède. Chez les femmes, le suspense était également au rendez-vous, mais un scénario cruel a frappé les Françaises. Julia Simon, victime d'une crampe dans le dernier tour, les prive d'une victoire et les relègue à une 2e place plutôt frustrante. Après l'intensité des pistes enneigées, direction les terrains de football où Liverpool a brillé en Première Ligue. Les Reds ont dominé Manchester City 2-0, un résultat clé dans la lutte acharnée pour le haut du classement. Du ballon rond au ballon ovale à présent, Provence Rugby a offert une finale de folie en D2. Dans un match ultra serré, les Provençaux s'imposent 33-30 face à un stade niçois dans les derniers instants. Enfin, cap sur les parquets de basketball où Monaco a confirmé sa domination en Betclic Elite. En déplacement à Bourg-en-Bresse, les Monégasques s'imposent largement 109-94 et se maintiennent 4e du classement. Un week-end riche en émotions et en rebondissements sur tous les terrains. Merci beaucoup Lisa. Quelle actualité vous a le plus marqué du week-end, Marius ? Je pense que c'est la victoire de Liverpool face à Manchester City, évidemment, parce qu'on a une équipe maintenant qui prend le large en Première Ligue et une autre qui est en train de couler, sombrer, et qui a, il me semble, juste derrière le Nottingham Forest. Donc on voit un peu le mal dans lequel est Manchester City, donc ouais, cette actualité est importante. Antoine ? Pour moi, c'est plus le relais masculin en biathlon, parce qu'on les a trouvés en difficulté l'année passée, notamment en individuel, et cette année, on les retrouve plutôt en forme, donc pour moi, c'est l'information la plus importante. Lisa ? Pour ma part, c'est plutôt l'info sur Léon Marchand. On a vu un Léon ultra dominant sur les jeux et évidemment une baisse de forme. Mais il ne faut pas oublier que c'est des athlètes de haut niveau. Mentalement, c'est difficile et là, on le ressent et c'est dommage, c'est délicat pour ces championnats du monde qui loupent ce rendez-vous. Et vous, Lisa, est-ce que vous allez rejoindre la team ou vous allez partir sur le rugby ? Et non, sur le basket, moi je vais partir sur le basket parce que on voit un Monaco vraiment très à l'aise en Euroleague. Et en Betclic, on les voit un peu en dessous. Et là, de revenir comme ça, avec une grosse victoire, je pense que ça leur fait du bien mentalement. En plus, ils ont pris du coup la 4e place au-dessus de Bourg-en-Bresse qui reste 5e. Donc, je pense que c'est l'actu qui m'a le plus marqué. Merci beaucoup. Voilà. Avant de commencer, on vous propose de revenir sur la masterclass de Serge Blanco au cinéma Mégarama de Nice avec un reportage signé Justine Carrel-Réby, Julien Alcaraz et Enzo Puren. À l'occasion de la 4e remise du prix de légende du sport, le 28 novembre, une masterclass a été organisée au Mégarama Riquier de Nice, une occasion pour petits et grands fans de ballon ovale de rencontrer la légende Serge Blanco. Ce trophée est né en 2019, il s'agit d'une initiative du Musée national du sport et cette distinction rend hommage à un athlète d'exception dont la carrière hors norme a influencé l'histoire du sport français. Alors après Michel Platini, Marie-Josée Pérec et Tony Parker, c'est au tour du Pelé du rugby d'être mis à l'honneur par le journaliste Vincent Duluc. Pourquoi choisir Serge Blanco ? Parce que c'était naturel qu'il y ait un rugbyman et que si c'était un rugbyman, c'était forcément Serge Blanco. L'autre raison, c'était qu'on avait décidé depuis longtemps de consulter les autres légendes du sport pour avoir leur avis et que pour le rugby, Platini et tous les autres ont dit non, c'est Serge Blanco, c'est Serge Blanco. Donc voilà, c'est évident, ça a été le plus grand joueur de l'histoire du rugby français. Alors peut-être que plus tard, ça sera Antoine Dupont. C'est possible, mais pour l'instant, c'est toujours Serge Blanco. Cette journée fut riche en émotions pour le sexagénaire. D'abord de passage au musée du sport pour être intronisé dans le Hall of Fame des sportifs, il a poursuivi sa virée niçoise dans la soirée. Face à une salle comble, Serge Blanco a répondu aux questions d'un public de tout âge. 40 ans après ses exploits, le palmarès du rugbyman
évoque le jeu au sens propre, l'évasion et le bonheur dans le désordre. Il était une figure libre et novatrice du rugby, le tout dans une autre époque. C'est vrai que pour moi c'est quelque chose de fort, mais ça représente toute la vie de sportif que j'ai eu, des moments que j'ai partagés avec beaucoup de coéquipiers, avec des adversaires. Et je pense que c'est peut-être une récompense non pas uniquement pour Serge Blanco, mais pour le rugby essentiellement. C'est un honneur, hein. Vous savez, je pense que surtout quand on voit le palmarès qui m'a précédé, je suis fier. Je suis fier parce que d'abord ça me touche énormément et puis surtout sur le fait que les gens ne vous oublient pas. Je pense que c'est ça qui est important et intéressant dans la mesure où on ne vit pas pour ça, mais on vit parce que on a eu la passion, on a fait vibrer des gens et c'est le résultat peut-être de toute une carrière. Au cœur de l'attention, le sportif retraité a comblé le cœur de ses fans et leur a même fait cadeau de quelques anecdotes. Il est bien connu dans cette région, M. Léo qui me lève et qui me dit « Bon petit, ne t'inquiète pas, à l'âge que tu vas en voir d'autres, et tu vas en voir des finales. Ne t'inquiète pas, j'ai attendu 16 ans avant de faire ma première finale. » Le Pelé du rugby est encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs français de tous les temps et comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du rugby mondial. Il compte à son actif pas moins de 93 sélections en équipe de France, mais son amour inconditionnel restera le Biarritz olympique. L'ancien président du club, Serge Blanco, a longtemps porté le maillot rouge et blanc et malgré des résultats quelque peu décevants de la part du Biarritz olympique, la fidélité du natif de Caracas en a fait un monument du rugby français. Entre récits de ses aventures biarrotes et de son parcours avec l'équipe de France, Serge Blanco a transformé ses heures de partage en un rêve éveillé, et ce, pour les petits comme pour les grands. Depuis 2 semaines désormais, Max Verstappen est officiellement quadruple champion du monde. Malgré cela, plusieurs enjeux sont toujours au cœur des attentions, notamment le championnat constructeur avec la bataille McLaren-Ferrari pour le titre et As Alpine Red Bull Racing pour la 6ème place. Si du côté du titre pilote, c'est Max Verstappen qui a décroché sa 4ème étoile à Las Vegas, la bataille pour le titre constructeur fait toujours rage. Marius, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ouais, on va refaire une petite rétrospective sur le championnat constructeur de cette saison 2024 de Formule 1 parce qu'il a été riche. Et ce, dès le début, on a tout de suite cru à une domination Red Bull et notamment de Max Verstappen, que sur les premiers Grands Prix, l'avance, elle était vraiment colossale sur les adversaires qui étaient donc Ferrari et McLaren à l'époque qui étaient vraiment en deçà. Néanmoins, au bout du 6e Grand Prix, on est à Miami et c'est un peu là que tout commence à tourner puisque Lando Norris gagne sa première course, aidé par une safety car un peu douteuse, mais le résultat est là. Et on a vu la Red Bull un peu être en difficulté au niveau de la performance, qui s'est confirmé les week-ends suivants. Et d'ailleurs, même quand Verstappen a gagné le Grand Prix d'Imola, etc., suite à la première victoire de Lando Norris, il a lui terminé 1, voire 2 ou 3 secondes juste derrière. On ne voyait plus ça en Formule 1, on avait l'habitude d'écart à 15-20 secondes avant. Donc on a vraiment eu un changement au printemps 2024 dans cette saison et dans ce championnat constructeur en particulier. Et on s'est dit, tiens, peut-être que McLaren en fait a quelque chose à jouer cette saison, tout simplement. Parce qu'en plus Sergio Pérez il n'était pas là pour aider Max Verstappen, donc son coéquipier chez Red Bull, il était totalement largué. Et dans les Grands Prix qui suivent, donc au Canada, en Espagne, Norris vraiment a rattrapé son retard et est sur les talons de Max Verstappen, à chaque fois en embuscade. Et donc il n'y avait plus du tout de marge pour Red Bull sur ses concurrents directs. Mais justement, les Grands Prix ont été définitivement... C'était un tournant dans la lutte entre Red Bull et McLaren. D'autres écuries se sont même invitées à la fête, passant d'outsiders à de véritables concurrents. On peut penser à Ferrari. Ouais, les écuries sont revenues sur Red Bull, qui a petit à petit perdu le fil. Quand McLaren et Ferrari ont trouvé bien plus de rythme, à tel point qu'en fait, en septembre, on a imaginé Lando Norris dans le costume de champion du monde. A priori, donc un costume qui était beaucoup trop grand pour le pilote britannique. Et d'autres écuries, comme tu l'as dit, Ferrari, ont joué les troubles fêtes. Mais je voulais aussi revenir sur Mercedes, puisqu'on a une écurie qui a gagné quand même 3 Grands Prix en 4 courses durant l'été. Mais ils étaient trop loin en rythme quand même pour revenir. Et comme tu l'as dit, Ferrari qui a entamé la deuxième partie de saison après la trêve à Monza avec
avec un succès de Charles Leclerc devant les McLaren qui s'étaient ratés à l'époque niveau stratégique. Donc on a commencé à douter, et puis Ferrari derrière a enchaîné, la victoire encore de Charles Leclerc aux États-Unis à Austin, puis de Carlos Sainz à Mexico. Donc on a vraiment l'écurie italienne qui est revenue en force sur les talons de McLaren, et dans le même temps on a vu Red Bull qui a totalement été évincé de la course au titre, plombé par un manque de rythme, et également plombé par Sergio Pérez avec des résultats extrêmement décevants. Et derrière, la lutte est également très intense. On peut penser aux 3 équipes que j'ai citées avant. On parle ici de gains financiers, mais alors que chaque équipe en compte, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces écuries et cette bataille ? Oui, parce que les gains financiers, on en parle beaucoup, moins pour les écuries de haut de tableau, puisqu'elles ont déjà assez d'argent en fait, dans leur structure pour se développer. Mais c'est plutôt du côté des plus petites écuries qui n'ont pas encore atteint le plafond budgétaire et qui cherchent toujours plus de sponsors pour avoir plus d'argent. Et donc on peut parler notamment d'une bataille qui fait rage en ce moment pour la 6e place au championnat constructeur. On pourrait penser que c'est un peu loin, mais en fait c'est d'une extrême importance. On a Alpine qui est actuellement 6e avec 59 points, As justement juste derrière en 7e position avec 54 points et 46 points pour Racing Bulls. Donc ces 3 écuries se battent. Il faut savoir que selon Flavio Briatore, qui est donc le conseiller exécutif d'Alpine, qui a rejoint l'écurie cette saison, entre la 9e place et la 6e place au classement constructeur, on a une différence d'à peu près 30 millions d'euros, ce qui est colossal pour des écuries qui ont besoin de ce budget. Et on peut féliciter Alpine en ce moment, qui est vraiment sur une pente ascendante, un double podium lors du Grand Prix de Sao Paulo, et puis récemment ce week-end au Qatar, une 5e place de Pierre Gasly qui a fait grimper encore un peu plus Alpine à cette 6e place et qui a creusé une avance donc de 5 points. Mais rien n'est joué. Et en fait, on voit tout simplement que la lutte, elle est également importante plus bas dans le championnat et qu'il ne faut pas seulement penser à McLaren, Ferrari et Red Bull, que les enjeux sont tout aussi importants pour les plus petites écuries. Donc c'est une lutte bien différente, mais avec des enjeux bien cruciaux. Merci Marius, en tout cas c'était très intéressant. Vous pensez qui va gagner ce titre constructeur ? Et qui va prendre la 6e place chez les pilotes, chez le classement constructeur avec vous, Lisa ? Moi, j'aurais bien aimé voir Ferrari, mais je pense plutôt pencher sur McLaren pour ce championnat constructeur. Après, la 6e place, c'est un peu serré, je pense, mais pourquoi pas As, j'aimerais bien, pour les voir un peu performer, parce qu'on les a vus quand même en difficulté beaucoup ces dernières années. Antoine, tu as un petit avis ou... Moi j'aimerais bien voir Ferrari champion constructeur, parce que déjà ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas été, et puis Charles Leclerc et Carlos Sainz mériteraient d'avoir une récompense pour la saison qu'ils ont fait malgré tout. Et pour la 6e place, je trouve que Pierre Gasly, s'il continue de nous impressionner comme ça, peut amener Alpine sur cette 6e place, justement comme dit précédemment, et malheureusement il aura besoin de l'aide d'Esteban Ocon, mais qui sera pas là du coup. C'est Jack Doohan qui remplace. Qui sera pas là le week-end prochain pour le prochain Grand Prix. Donc Pierre Gasly aura besoin de Jack Doohan justement pour aller chercher ses points précieux et battre As pour la 6e place. Lisa. Alors moi je suis un peu le contre-pied, je vais quand même vous dire que j'aimerais bien voir McLaren en championne constructeur cette année. Une écurie qui est depuis longtemps dans le milieu de tableau, puisque l'année dernière McLaren a commencé à revenir aux avant-postes en milieu-fin de saison. Donc ça ferait du bien à l'écurie, même si on sait que le mot raté au niveau stratégie revient assez souvent. Et après pour la 6e place, oui, moi aussi j'aimerais bien voir Alpine sur cette 6e place, parce que ça fait du bien depuis le Brésil, on reprend un peu d'air et ça fait du bien à cette équipe. La fierté française, on va dire aussi. Un petit peu aussi. Cette saison encore, Max Verstappen il a remporté le titre de champion de Formule 1, un titre décidé à 3 Grands Prix de la fin de la saison. Malgré un petit creux en milieu de saison, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Antoine ? Max Verstappen effectivement est de nouveau sur le toit du monde. Il remporte son 4e titre consécutif. Il a encore été vainqueur ce week-end au Qatar pour son 9e Grand Prix. A contrario, l'année dernière, il en avait remporté 18 sur 22. C'est une domination qui est moins impressionnante cette année, certes, mais il a fait la différence notamment en début de saison, puisqu'en 5 Grands Prix, il en a remporté 4. Et il avait, au bout de 6 Grands Prix, déjà 48 points d'avance sur Charles Leclerc, qui était son dauphin à l'époque. On a vu Lando Norris arriver petit à petit, mais malheureusement, ce combat il nous a été un peu trop vendu et trop rapidement. Lando Norris n'a pas réussi à rivaliser avec le sang-froid, l'autorité de Max Verstappen.
notamment à Austin, où Verstappen justement s'est montré extrêmement autoritaire, peut-être même un peu trop pour le coup. Mais oui, c'est vrai qu'il a eu une petite période de doute, entre guillemets, du 30 juin au 27 octobre, où il n'a pas remporté un seul Grand Prix en 10 GP. C'est pourtant énorme. Mais il a réussi quand même, grâce à l'irrégularité de ses concurrents, à remporter ce titre. Max Verstappen, il a connu ce coup de mou en milieu de saison, mais il a été sauvé par un manque de régularité de ses concurrents pour devenir quadruple champion du monde. Effectivement, c'est un manque de régularité terrible pour ses potentiels concurrents au titre, puisque malgré 9 Grands Prix hors du podium cette saison, Max Verstappen réussit quand même à devenir champion du monde. C'est rare pour être souligné, mais c'est facilement explicable quand on voit la diversité des vainqueurs qui ont remporté des Grands Prix, notamment de cette période du 30 juin au 27 octobre. On pense notamment à Oscar Piastri, George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris, pour citer que. 6 vainqueurs de Grand Prix en 10 GP, c'est énorme. Et donc forcément, ça a aidé Max Verstappen à remporter ce titre malgré ce coup de mou. Mais le principal concurrent au titre, Lando Norris, il ne s'est pas suffisamment affirmé. On compte seulement 2 victoires sur cette période pour le pilote britannique, c'est très faible, sur 10 Grands Prix où Max Verstappen n'est pas vainqueur. Mais en dessous, durant ce milieu de saison, avec une voiture qui est quand même moins performante que d'habitude, le pilote Red Bull a profité de cette irrégularité pour garder les commandes du championnat. Au moins bon de sa forme, il avait 47 points d'avance quand même sur Lando Norris, donc c'est quand même plutôt important. Ça fait donc 4 titres consécutifs pour le club néerlandais. Ça le fait rentrer un peu dans la légende de la Formule 1, non ? Bien sûr, puisqu'avec 4 titres à son actif désormais, il dépasse certaines légendes de ce sport. On pense notamment à Ayrton Senna et Niki Lauda. Mais il en rejoint d'autres, à l'image d'Alain Prost et de Sébastien Vettel, qui va tenter de dépasser dès l'année prochaine d'ailleurs. Malgré tout, il lui reste un long chemin à parcourir. Lewis Hamilton et Michael Schumacher sont encore loin de lui, avec 7 titres chacun. Il reste 3 championnats pilotes à remporter pour Max Verstappen s'il veut essayer de rattraper cela, et 4 pour essayer de les dépasser potentiellement. Alors on sait que la route reste longue, mais Max Verstappen peut potentiellement le faire avec une monoplace qui sera performante encore au cours des saisons. Bah, merci beaucoup Antoine. Est-ce que vous êtes encore choqué ou pas de son niveau cette année ou pas ? Pas vraiment choqué, parce que finalement Lando Norris en fait n'a jamais su passer en dessous de la barre des 20-30 points de retard, un retard crédible à ce moment-là pour gagner le titre. Il est quand même toujours resté à longue distance, et même Verstappen diminué avec une voiture en manque de rythme n'a jamais été 15e, 16e, abandonné. Il a toujours été régulier. On sait qu'en Formule 1, ça compte énormément. C'est pas, bien sûr, gagner des Grands Prix, ça aide, mais finir 2e, 3e, 4e, ça aide encore plus. Donc, pas choqué. Ça fait quelques années maintenant, 4-5 ans, qu'il montre vraiment que c'est le meilleur pilote de la grille et que personne ne lui arrive à la cheville. Vous êtes tous d'accord sur le plateau ? Moi, je suis plutôt d'accord avec Marius, oui. Après, c'est sûr qu'en début de saison, on se disait peut-être, mi-saison, on se disait, la voiture, elle est quand même moins performante que les années passées. Peut-être qu'il va être en difficulté. Et au final, comme disait Marius, sa régularité l'a fait rester au sommet, et c'est tout à fait légitime. Lisa, d'accord ? Pas d'accord ? Non, moi je vous rejoins là-dessus. C'est vrai qu'on a eu quand même une belle saison par la diversité des victoires, et ça fait du bien, parce que l'année dernière on s'ennuyait, on va pas se mentir. Ça fait du bien de voir différents vainqueurs. Après, Max Verstappen reste à la place qui lui est due. Aujourd'hui, il a le niveau qu'il a et il est le meilleur pilote sur la grille. Merci en tout cas de cet avis-là, parce qu'il faut aussi remettre les pendules à l'heure. Il faut le reconnaître. C'est ça. Voilà. L'autre pilote, c'était Lando Norris, une saison un peu inattendue pour lui. Un titre constructeur à portée de main, une place de vice-champion du monde au bout des doigts. On revient sur la saison du jeune pilote britannique. Effectivement, c'est une saison inattendue et palpitante. Une lutte entre Lando Norris et Max Verstappen qui s'est aussi officiellement terminée dans les rues de Vegas. Au niveau statistique, Lando Norris cette année, c'est 7 pole positions mais seulement 3 victoires. Mais le match pour le titre pilote, il faut bien comprendre qu'il a démarré en milieu de saison. Avant ça, McLaren fait rien pour favoriser Lando Norris par rapport à Oscar Piastri. Donc de nombreuses erreurs. On a notamment le Grand Prix de Hongrie, où on inverse les positions, on fait gagner Oscar Piastri à la place de Lando Norris suite à un swap, donc un changement de position lors des arrêts au stand.
C'est des décisions qui sont difficiles à comprendre après, mais qui sur le moment semblaient légitimes, puisque à ce moment-là, on ne voyait pas Lando Norris jouer un titre. Donc on favorisait l'esprit d'équipe et le titre constructeur, à défaut de vouloir faire gagner un pilote. Ce week-end, au Qatar, Lando Norris il joue le jeu d'équipe et il rend la victoire à Oscar Piastri. Après la fleur qu'Oscar Piastri lui avait fait au Grand Prix du Brésil, à Sao Paulo. Revenons sur ce Grand Prix de Sao Paulo. Est-ce que ça serait le tournant de la saison de Lando Norris ? Tout à fait. À Sao Paulo, l'espoir du titre pilote s'envole officiellement, même si mathématiquement c'est encore possible, tout le monde le dit, il n'y a plus rien à jouer. Une déception, mais aussi un soulagement, souligne Lando Norris. Trop d'erreurs sur la piste, des départs manqués, des ball positions qui sont pas concrétisées, des mauvaises stratégies d'équipe. Un pilote qui ne peut pas jouer à armes égales avec un Max Verstappen qui a su se monter agressif et incisif tout au long de la saison. Donc après un Grand Prix humide, l'écart de points entre les deux pilotes, il passe de 44 à 62 points. Le pilote anglais, il enterre dès le Brésil donc son titre pilote. Et une semaine après, le résultat se confirme. Et comme l'a souligné Antoine, Max Verstappen devient quadruple champion du monde. Mais en 2025, qu'est-ce qu'on peut attendre de McLaren ? Faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'ennemi numéro 1 de McLaren, c'est McLaren. On garde en mémoire l'ère Ron Dennis, donc avec la fin... Ayrton Senna qui quitte McLaren à cause de Ron Dennis. Il faut bien avoir en tête que quand on se bat pour une 6e place au championnat ou une première, on adapte le management et on n'a pas la même manière de réfléchir. Et à ça, Andrea Stella répond aujourd'hui, donc le chef exécutif, c'est comme ça qu'on dit en français. Le chef exécutif de McLaren répond, c'est parce qu'il y a un objectif principal, quelque chose de plus grand que Lando, quelque chose de plus grand qu'Oscar, et c'est l'intérêt de l'équipe, l'intérêt de McLaren. C'est un aspect qui n'est pas négligeable, quelle que soit la situation. Donc on comprend bien que pour 2025, ce sera toujours un objectif de titre constructeur, mais on se demande et on a hâte de voir comment l'écurie va gérer un management entre deux pilotes qui restent deux figures fortes, parce que Oscar Piastri reste un pilote qui tape dans l'œil de beaucoup et un pilote qui a une qualité intrinsèque qui est non négligeable, et on veut voir et on a hâte de voir comment ça va être géré. Merci Lisa. Est-ce que vous êtes satisfait de la saison de Lando Norris, Antoine ? Je reste un peu sur ma faim, parce que notamment au milieu et fin de saison, je m'attendais à ce qu'il joue le titre un petit peu plus face à Max Verstappen, ou en tout cas qu'il oppose un peu plus de résistance. Là, à Sao Paulo, alors certes, Max Verstappen a eu un petit peu de réussite avec les événements extrasportifs, mais Lando Norris a fait beaucoup d'erreurs quand même, beaucoup trop à mon goût, pour essayer de jouer le titre, et ça m'a déçu, oui. En tout cas, ouais, c'est exactement ça. Lisa, tu rejoins Antoine ou tu rejoins pas ? Je rejoins Antoine sur le fait que c'est décevant forcément, parce que c'est clair que, comme l'a dit Lisa, on s'y attendait pas au début qu'il soit vraiment au coude à coude avec Max Verstappen. Mais en le voyant monter en flèche comme ça, on peut que se dire mais trop bien, il va se libérer, il va prendre la place de Verstappen, et c'est un peu ce qu'on attend, malgré le fait que indéniablement c'est l'un des meilleurs pilotes de la grille. Mais on a envie qu'il soit détrôné. Et on avait tellement un espoir sur Lando Norris que on reste sur notre fin, comme l'a dit Antoine. Je vous vois agiter la tête, Marius. Oui, il a fait pas mal d'erreurs, et face à Max Verstappen, ça pardonne pas. Ça peut pardonner face à un autre pilote, mais un pilote de la trempe de Max Verstappen, ça pardonne pas. Mais je pense que l'erreur, ça a été de voir Lando Norris en favori. Je pense que pour lui, ça a été une saison d'apprentissage. Il faut apprendre à se battre pour le titre. Charles Leclerc est passé par ça et passe toujours par ça. Tous les plus grands sont passés par ces étapes, et je pense que Lando Norris profitera de cette saison pour apprendre et revenir plus fort. Après, c'est vrai que dans une voiture qui avait la rapidité de la McLaren à partir du printemps, c'est décevant de le voir actuellement. Pas encore vice-champion, mais 2e ou 3e du championnat, avec pour le moment 80 points de retard, c'est sûr. En tout cas, merci. On a parlé championnat constructeur, on a parlé aussi des pilotes en forme, mais Elisa, vous avez décidé de nous parler d'une des légendes de la Formule 1 et de sa saison. Oui, je vais parler donc de Lewis Hamilton, parce que ça reste quand même l'une des figures incontournables de la Formule 1, même si cette saison 2024, elle a été tout sauf simple pour lui. C'est vrai, il faut se le dire, que Mercedes a continué à souffrir face à Red Bull et McLaren. Malgré quelques évolutions sur la voiture comparées aux années précédentes, la W15 n'a pas permis à Hamilton de jouer un rôle de premier plan dans la course au titre face à Max Verstappen et ensuite face à Lando Norris. Mais cela dit, quand même, le Britannique, il a prouvé qu'il est toujours l'un des meilleurs pilotes, l'un des plus talentueux du plateau.
comme à Las Vegas où on l'a vu décrocher un podium en partant de la 10e place sur la grille. Donc pour moi, son expérience et sa détermination, c'est les moteurs de sa conduite et on le ressent, malgré qu'il n'arrive pas forcément à performer comme il le souhaite et comme on aimerait le voir. Je pense que c'est aussi dû au manque de constance de Mercedes pour rivaliser avec les équipes de tête. Et justement, la dernière course, c'est à Abu Dhabi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Lewis Hamilton ? Je pense qu'à Abu Dhabi, c'est quand même un circuit où Hamilton a connu des grands moments, mais aussi de grandes déceptions. Donc on se rappelle de Abu Dhabi 2021. Donc ça reste quand même un moment clé dans la carrière de Hamilton. Mais ce jour-là, il est quand même passé à quelques tours, je dirais même quelques virages d'entrée dans l'histoire, comme l'unique détenteur de 8 titres mondiaux. Malheureusement, c'est pas passé. Pour peut-être des erreurs de la FIA ou d'autres des pilotes. Mais cette année, c'est sûr qu'à ce Grand Prix, il s'élancera avec un objectif vraiment clair, c'est de finir cette année avec Mercedes sur une note positive. Un podium, je pense que ce serait une belle manière de conclure cette aventure chez Mercedes. Même si les performances de l'équipe sont limitées cette année, quoi qu'il arrive, on verra surtout sans doute Hamilton combatif comme toujours. Mais au-delà de ce Grand Prix, je pense que c'est l'avenir qui fait le plus parler. Le départ annoncé chez Ferrari a été un coup de tonnerre en 2023. Donc ce transfert, il marque la fin d'une époque chez Mercedes qui a duré un temps énorme. Et on ne pensait jamais le voir partir de Mercedes. Et pourtant, il a signé un contrat donc, de 3 ans chez Ferrari. Et c'est donc le début d'un nouveau chapitre. Oui, justement, son contrat de 3 ans chez Ferrari est l'une des grandes nouvelle de l'année, étant donné qu'on l'a pris tôt. Que peut-on attendre de cette collaboration entre la Hamilton et la Scuderia ? D'abord, il faut tout d'abord parler de l'écurie. C'est vrai que malgré son grand prestige, Ferrari, ça reste quand même une écurie qui n'a pas gagné de titre pilote depuis 2007. Et c'est vrai qu'avec Lewis Hamilton, je pense qu'ils misent sur un pilote plutôt expérimenté pour un peu redonner vie à leur ambition de redevenir champion du monde. Dans ce contrat de 3 ans, il montre une vraie volonté de construire un projet autour de lui. Et je pense que pour Hamilton, c'est un défi personnel. Ferrari, ça incarne la passion, la pression avec un public et une direction qui attendent vraiment des résultats immédiats. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut s'épanouir dans ce contexte parce qu'il réagit très bien à la pression. On a pu le voir ces dernières années. Et avec Charles Leclerc à ses côtés, Ferrari pourra compter sur un des duos les plus talentueux de la grille, je pense. Tu penses ? Ouais. Donc ce partenariat, il promet d'être explosif parce qu'on a 2 générations, 2 approches différentes, mais une ambition quand même commune. Et Hamilton, il pourra apporter, je pense, son expérience et son leadership qui sont indispensables pour maximiser le potentiel du monoplace. Cette monoplace chez Ferrari qui est souvent très compétitive, mais surtout irrégulière, qui retrace un peu finalement les 3 dernières saisons de Leclerc qui sont décevantes, mais en fait, c'est vraiment à l'image de la monoplace qu'il porte. Et donc, c'est surtout le but d'Hamilton, ce sera sa dernière chance d'effacer définitivement le spectre de Abu Dhabi 2021 et de décrocher ce 8e titre qu'il poursuit avec tant d'acharnement. Merci Lisa. Marius, je te vois encore bouger la tête. Qu'est-ce que tu as à nous dire ? Alors pour Ferrari, c'est une très bonne nouvelle. En fait, de toute façon, quand on a la possibilité de recruter Lewis Hamilton, il faut faire le pas, de toute façon. Parce que c'est bien plus qu'un pilote, c'est une marque, c'est une aura. Donc Ferrari a fait le bon choix. Par contre, attention à Lewis Hamilton, parce que dès l'année prochaine, si jamais à la fin de la saison, championnat ou pas, Leclerc est devant et de loin, ça pourrait être une fin de carrière prématurée, dans le sens où changer d'écurie à son âge, c'est déjà difficile, surtout d'arriver dans une écurie encore plus prestigieuse que Mercedes, au niveau de la renommée. Si jamais ça marche pas très bien, si jamais en tout cas il est vraiment distancé par Leclerc, ça va être compliqué derrière de rebondir. Ça peut être la force du monégasque, et c'est là-dessus qu'il doit appuyer, mais Hamilton va devoir tout de suite être à 200% pour être au même niveau, voire au-dessus même niveau que le monégasque, voire au-dessus. Sinon, ça va être très compliqué. Et, ces dernières années en Formule 1, elles seront indécises. Vous êtes tous d'accord sur la table sur l'avis de Marius ou pas ? Moi je reviens, c'est sûr que c'est un sacré coup de chapeau de la part de Fred Vasseur de réussir à ramener Lewis Hamilton, mais c'est sûr que comme l'a dit Marius,
on n'a pas envie de voir comme à, je sais pas si Marius me reprendra, mais Monza 2019 où Charles Leclerc gagne face à un Sébastien Vettel, mais aux abonnés absents, on veut pas voir ça avec Lewis Hamilton. On espère voir une vraie bataille entre les deux pilotes. Une bataille sur tous les fronts l'année prochaine, on espère. En tout cas, merci beaucoup pour ces chroniques. Désormais, place au calendrier des rendez-vous à ne pas manquer dans les prochaines semaines. Pour clôturer l'année 2024, l'équipe de France féminine reçoit ce soir l'Espagne à l'Allianz Riviera. Avec la réception des championnes du monde, les Françaises vont se tester en vue de l'Euro 2025. On part à la salle Gaston Médecin, où l'AS Monaco se prépare à recevoir l'Olympiakos. Les Monégasques tenteront de confirmer leur succès sur le parquet du Panathinaikos. Le championnat d'Europe de handball féminin continue. Les joueuses de Sébastien Gardillou se sont qualifiées aisément pour le tour principal qui commence jeudi. À Conciolarti, les biathlètes seront eux sur le pont durant toute la semaine avec le début des courses individuelles. Désormais, place au petit jeu de fin d'émission. Aujourd'hui, nous allons jouer à Retrouve le circuit. Concernant plusieurs circuits de la saison, le but du jeu, reconnaître le circuit le plus vite et dire F1 afin de proposer son idée. En cas de mauvaise réponse, il faudra attendre que tous les participants aient proposé une solution. Et désormais, je laisse la régie, mais la première. F1, Marius, Monaco. Ouais. 1 point pour Marius. Deuxième, F1, Silverstone. Marius. Deuxième point pour Marius. Troisième, F1. c'est Antoine. Oui. C'est Azerbaïdjan, Bakou. C'est 1 point pour Antoine. Du coup, ça fait 2 points Marius, 1 point Antoine. Je laisse la quatrième. F1. Canada. Antoine. 2 points pour Antoine. Celui-là il est beau, celui-là il est beau. F1. Cinquième, F1. Antoine. Australie. Troisième point consécutif pour Antoine. Qui lui a donné les réponses? Je laisse mettre la prochaine. F1. F1. C'est encore Antoine. Brésil. Pierre Lagos. Oui. Je laisse. Non, mais Antoine. F1, Marius. Bahreïn. Effectivement, c'est Bahreïn. On part sur la nouvelle. F1. C'est encore Marius. Suzuka. Oui, c'est effectivement ça. Neuvième et avant-dernière. F1. Ah, ça Là, se joue là, ça se Là, j'ai joue. un doute. Antoine, moi je dis Antoine. La régie me dit que c'est Antoine. C'est pas Francorchamps. Effectivement, c'est Spa-Francorchamps. Dernier. Maintenant, F1. c'est Marius. Autriche. Ça fait 5 partout. Bah super. Petite question d'actualité. On n'a plus le droit de répondre, nous, du coup. Ou d'histoire. D'actualité. Quels grands prix se sont vus prolongés jusqu'en 2031? F1. Marius. Quel au pluriel, on est bien d'accord? Ouais, il y en a deux. Monaco et Monza. C'est donc une victoire de Marius. En tout cas, j'espère que ce petit jeu, cette émission vous a bien Super. plu. Les deux Lisa, Désolé. on vous a pas vu sur le jeu. On dirait Pérez. Pérez en On s'est qualif. transformé en On est parti Pérez. en cube. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés pour ce 4e épisode de Club EDJ. C'est déjà la fin, mais vous pouvez retrouver plein d'autres émissions sur les antennes de DJ Télé. On se donne rendez-vous dans 2 semaines et un conseil, continuez de suivre l'actualité sportive. À très vite.